Il y a beaucoup d'objets spatiaux tout autour de l'univers, des étoiles aux planètes, en passant par les satellites, les comètes et les astéroïdes. Mais notre corps céleste le plus proche est la Lune, qui a fait l'objet de nombreuses recherches, théories et même de mythes. En tant que seul satellite naturel et permanent, la Lune figure dans la liste des 10 plus gros satellites de notre système solaire. Elle est située dans un bras spiralé extérieur de la Voie lactée. D'autres planètes de notre système solaire, comme Mars ou Jupiter, ont de nombreuses lunes. Saturne est la planète qui arrive en tête de cette liste, avec un nombre étonnant de 82 lunes, dont 53 ont un nom. Tu veux la liste complète? Non? Alors on continue. Notre Lune, avec son rayon moyen de 1737 km, n'est pas la plus grosse lune du système solaire, mais elle est la plus grosse par rapport à la taille de la planète autour de laquelle elle gravite. Ce qui distingue un satellite comme la Lune et une planète n'est pas la taille comme on pourrait le penser. Les plus grandes lunes de notre système solaire sont énormes. Certaines d'entre elles sont même plus grandes que les planètes telluriques. Jupiter possède d'ailleurs plusieurs de ces types de satellites, comme la glaciale Ganymède. C'est la plus grande lune de notre système solaire, plus grande que Mercure et Pluton. Il se pourrait même qu'elle abrite un océan salé souterrain qui pourrait surpasser toute l'eau de la surface de la Terre. Le diamètre de notre Lune est un peu plus grand qu'un quart de celui de la Terre, mais sa masse est 80 fois moins importante que celle de notre planète. Pour te donner une meilleure idée, si tu considères notre planète comme un gros ballon creux, il te faudrait environ 50 lunes pour le remplir. Mais regardons la taille de notre Lune d'un point de vue un peu différent. Comment se compare-t-elle aux États-Unis? Les États-Unis mesurent 4500 km de large, ce qui signifie que le diamètre de la Lune est plus petit. Il est difficile pour nous de la voir autrement, mais que se passerait-il si notre satellite était 2 fois plus grand? Eh bien, tout d'abord, nous verrions beaucoup plus d'éclipses solaires. Dans les conditions actuelles, elles peuvent se produire 2 à 5 fois par an, mais 5 fois est plutôt une exception. La dernière fois qu'il y a eu 5 éclipses solaires en un an, c'était en 1935, et il faudra attendre jusqu'en 2206 pour assister au prochain événement de ce type. Le Soleil et la Lune ont l'air d'avoir à peu près la même taille vue d'ici sur Terre, mais tu ne seras pas surpris d'apprendre que l'étoile autour de laquelle nous tournons est gigantesque. Alors si le Soleil était creux, combien de lunes penses-tu qu'il faudrait pour le remplir? Attends, pas besoin de chercher sur Google. Il faudrait 64,3 millions de lunes, ou environ 1,3 million de Terres. Oui, le Soleil est à ce point énorme. Et tant qu'on en parle, sache qu'il a un diamètre de 1,4 million de kilomètres. Quant à sa masse, eh bien, elle est pas moins de 330 000 fois supérieure à celle de la Terre. Mais qu'est-ce qu'une étoile? En termes simples, c'est une boule de matière chaude et brillante, maintenue ensemble par la gravité. La raison pour laquelle elle émet à la fois de la chaleur et de la lumière est sa température très élevée. Les experts appellent les plus petites étoiles des naines rouges en raison de leur taille et de leur couleur. Ce sont aussi les types d'étoiles les plus fréquents dans notre galaxie, certaines d'entre elles étant si minuscules et ternes qu'elles sont invisibles pour les habitants de la Terre. C'est le cas de notre étoile voisine la plus proche, Proxima Centauri. Notre Soleil est considéré comme une étoile moyenne car sa masse, sa luminosité et son espérance de vie sont moyennes. Il existe aussi des étoiles géantes. Elles sont plus rares, mais plus faciles à voir. C'est pourquoi tu peux supposer sans risque qu'à peu près toutes les étoiles que tu vois après le coucher du Soleil sont beaucoup plus grosses que le Soleil. Mais assez parlé de cela, revenons à la vedette du jour, la Lune, notre seul satellite naturel. L'est-elle vraiment? Ce n'est peut-être pas tout à fait exact. En 1997, un groupe de scientifiques est tombé sur un astéroïde d'environ 5 km de large qui semblait pris dans l'étau gravitationnel de la Terre. Il ressemblait à un satellite de notre planète. Ils l'ont appelé Cruithney. Il lui faut environ 770 ans pour faire le tour de la planète. Il semble qu'il va rester en état de suspension autour de notre planète pendant encore au moins 5000 ans. La Lune s'éloigne progressivement de nous. Chaque année, elle retient une partie de l'énergie de rotation de notre planète et l'utilise pour s'élever d'environ 4 cm sur sa propre orbite. Si les données dont nous disposons aujourd'hui sont correctes, à l'époque de sa naissance, notre Lune était à environ 22 530 km de nous. La distance actuelle est de 385 000 km. Alors, que se passera-t-il lorsqu'elle s'éloignera complètement? Eh bien, on cessera de chanter « Au clair de la Lune » et « Fly me to the moon ».
Mais surtout, il n'y aura tout simplement plus de marées dans les océans de notre planète et nos nuits deviendront plus sombres. Les saisons seront très différentes, tout comme la longueur de nos journées. D'après les calculs actuels du monde scientifique, cela prendra environ 50 milliards d'années. Donc tu peux attendre un peu avant de faire un stock de lampes de poche. Mais il y a un hic. Notre Soleil devient environ 10% plus lumineux tous les milliards d'années. Donc, il est plus probable que bien avant que la Terre ne se retrouve sans sa Lune, le Soleil les aura déjà avalées toutes les deux. Tes lampes de poche seront encore plus inutiles. Qu'est-ce qui distingue une planète et pourquoi notre Lune n'est-elle pas considérée comme telle? Après tout, elle est plus grosse que certains autres objets de notre système solaire qui sont, techniquement, des planètes. Pour commencer, une planète est un corps céleste qui fait trois choses. Elle tourne autour d'une étoile et pas autour d'autre chose. Elle est suffisamment massive pour prendre une forme ronde à cause de sa propre gravité. Et enfin, elle a le pouvoir d'attraper toute la poussière ou les fragments qui se trouvent sur son orbite lorsqu'elle se déplace autour de son étoile. Nous avons établi que la Lune n'était pas en orbite autour du Soleil, mais elle n'est pas non plus en orbite autour de la Terre. Tous deux orbitent autour d'un certain point situé entre elles, appelé leur barycentre. Il se trouve à environ 1600 km sous la surface de la Terre, mais toujours à environ 4800 km du centre de notre planète. Comme ce barycentre se trouve sous la surface de la Terre, nous ne considérons pas la Lune comme une planète. Pour cela, il faudrait que la Lune soit environ un tiers plus grande et un tiers plus éloignée, afin que le barycentre soit indépendant de la surface terrestre. La Lune a cependant d'autres caractéristiques semblables à celles d'une planète, ce qui la rend très spéciale dans notre système solaire. Tout d'abord, elle a une croûte, un manteau et un noyau. Elle possède également une géologie assez active, avec des événements comme nos propres tremblements de terre. Là-haut, on les appelle des tremblements de lune. Et maintenant, continuons notre exploration spatiale. Quoi, tu n'entends rien? C'est normal, car l'espace est totalement silencieux. Comme il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace, le son n'a aucun moyen de voyager pour que tu puisses l'entendre. Tu voudras éviter Vénus si tu souhaites poursuivre ton voyage dans l'espace. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire. Sa température de surface moyenne est d'environ 450 degrés Celsius. On pourrait penser que c'est parce qu'elle est la plus proche du Soleil, sauf que ce n'est pas le cas. On pourrait aussi penser que la planète la plus proche, Mercure, serait la plus chaude. Mais comme cette dernière n'a pas d'atmosphère qui aide à réguler sa température, elle a tendance à avoir de plus grandes fluctuations. Ton calendrier serait aussi très chamboulé sur Vénus, car un jour à sa surface est à peu près aussi long qu'une année sur Terre. C'est parce que Vénus tourne lentement autour de son propre axe et qu'il lui faut 243 jours terrestres pour accomplir sa propre journée. Si tu faisais une halte sur Mars, sois à l'affût de ces couchers de soleil bleus. Selon les spécialistes de la NASA, il y existe une poussière fine qui rend le bleu près de la partie du ciel où se trouve le Soleil beaucoup plus visible sur Mars. Tu aimes les diamants? Fais tes valises car il existe une planète entièrement faite de diamants et elle fait 2 fois la taille de la Terre. On pense qu'elle est très probablement recouverte de graphite et de diamants. Une combinaison spatiale coûte environ 12 millions de dollars, mais une visite là-bas couvrirait entièrement ses dépenses, tu ne crois pas? Et si tu n'es pas fan des explorations spatiales et que tu préfères le confort de notre planète, voici une bonne nouvelle pour toi. Il y a plus d'arbres sur Terre qu'il n'y a d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. Nous savons qu'il y a environ 3000 milliards d'arbres sur la planète Terre et entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Vous voulez vous rapprocher le plus possible de la Lune sans quitter la Terre? Facile. Prenez un avion pour l'équateur et escaladez le mont Chimborazo. Je sais, cela peut sembler étrange, mais écoutez-moi bien. L'Everest est la plus haute montagne quand on mesure depuis le niveau de la mer. Mais le sommet du Chimborazo est en réalité le point de la Terre le plus proche de la Lune. Voici comment les physiciens l'expliquent. Le mont Everest dépasse les 8800 mètres de hauteur, tandis que le Chimborazo n'atteint qu'environ 6100 mètres. Mais le secret réside dans la distance entre ces montagnes et le noyau de la Terre. La Terre n'est pas une sphère parfaite. Elle est renflée au milieu et légèrement aplatie en haut et en bas. La partie renflée s'appelle l'équateur. Si vous ne le saviez pas, sachez qu'il se trouve là un pays justement appelé Équateur. La montagne dont nous parlons, le Chimborazo, est située à quelques degrés de l'équateur terrestre. Et comme notre planète est plus renflée en son centre,
le sommet du Chimborazo s'avance davantage dans l'espace que toute autre partie du globe. Cela signifie que si vous grimpiez jusqu'au sommet de cette montagne, vous seriez un peu plus proche de la Lune que si vous gravissiez l'Everest. Dans la mer du Nord, au large des côtes de l'Angleterre, il y a une petite plateforme flottante qui fait environ la taille de 2 courts de tennis. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'une plateforme pétrolière, mais il s'agit de Sealand, le plus petit pays du monde. La plateforme Rofs Tower a été construite pendant la première moitié du XXe siècle pour protéger les navires anglais. Mais dans les années 60, un certain Paddy Roy Bates a décidé de revendiquer cet ancien fort et d'en faire son pays, qu'il a appelé la Principauté de Sealand. Paddy a ensuite créé tout ce qu'un pays doit avoir pour être un vrai pays. Un drapeau, une monnaie, une constitution, des timbres et un monte-charge. C'est grâce à ce monte-charge que l'on pénètre sur la partie supérieure de la plateforme et dans le pays lui-même. Aujourd'hui, cette micronation est dirigée par le monarque Michael Bates, un membre de la royauté autoproclamée du pays. Sans doute est-ce plus facile de conquérir une plateforme que le royaume britannique. La nation a ses propres supporters, qui encouragent l'équipe nationale de football du pays. L'équipe participe à des tournois internationaux, durant lesquels ses joueurs affrontent d'autres petites nations. Mais comme Sealand n'a encore qu'un seul résident officiel, son équipe se compose de volontaires étrangers. L'un des supporters du pays a même planté le drapeau de Sealand au sommet du mont Everest. Avoir sa cuisine dans un pays et son salon dans un autre, c'est une réalité que certains habitants de Baarle vivent quotidiennement. Dans cette ville, la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas ne se contente pas de suivre les rues. Elle traverse directement les bâtiments. Pour aider les gens à y voir clair, une règle a été établie. Elle stipule que la nationalité d'une maison est déterminée par l'emplacement de sa porte d'entrée. Mais cette solution a engendré quelques problèmes. Il y a une maison dont la porte d'entrée est située exactement sur la frontière, ce qui lui donne donc 2 adresses, une en Belgique et une aux Pays-Bas. Les propriétaires de cette maison ont eu une opportunité unique. Ils ont pu choisir le pays qui leur fournirait les services de base, comme le gaz et l'eau. Et vous l'avez deviné, ils ont choisi le pays où ces services étaient le moins chers. Dans ce cas, la Belgique. Au Sénégal, en Afrique, il y a un lac qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. À environ 29 km au nord de la capitale, Dakar, vous trouverez le lac Redba, également connu sous le nom de lac Rose. Ce lac est célèbre pour la couleur rose vif de son eau. Oui, elle est vraiment rose, et vous pouvez même vous y baigner si vous en avez envie. Mais attention, son eau est extrêmement salée. C'est l'un des lacs les plus salés du monde, avec un niveau de salinité dépassant les 40%. La couleur rose provient d'une espèce d'algue minuscule. Ces algues produisent des pigments rouges qui reflètent la lumière du soleil, donnant au lac sa teinte unique. Si vous voulez voir le lac à son rose le plus vif, visitez-le pendant la saison sèche, de novembre à juin. L'eau de pluie, durant les autres périodes de l'année, a tendance à diluer le lac et à l'éclaircir. Mais il existe d'autres lacs roses sur la planète. Le lac Hillier, en Australie occidentale, et le lac Natron, en Tanzanie. Il existe une colline qui semble être en feu tout le temps. Située dans la région arctique du Canada, les Smoking Hills sont un spectacle vraiment unique sur Terre. Certains des minéraux qu'on y trouve sont si rares qu'ils n'ont été observés que sur Mars. Depuis quelques centaines d'années, de la fumée s'échappe en permanence des sols de ces collines. Au début, les explorateurs pensaient que cela était dû à un volcan actif, mais il s'avère que la fumée provient d'autre chose. Le sol des Smoking Hills contient du soufre et du charbon, et lorsque ces matériaux se mélangent avec de l'oxygène, ils s'enflamment spontanément et se mettent à brûler. Mais ne faites pas tout de suite votre valise pour partir en visite. L'environnement y est extrêmement rude. La fumée est toxique et les températures peuvent être dangereusement élevées. Allez plutôt à Orlando. La Nouvelle-Zélande est célèbre pour ses paysages époustouflants, mais elle recèle également un trésor caché sous ses terres. Au fond de certaines grottes de l'île du Nord, vous trouverez une merveille naturelle des plus envoûtantes. Pour la voir, il vous faudra descendre à plus de 46 mètres et passer par toute une série de grottes sombres et sinueuses. Plus vous descendrez, plus l'obscurité grandira. Et puis vous atteindrez cet endroit où des milliers de créatures minuscules illuminent les plafonds comme autant d'étoiles vivantes. Ce sont là les vers luisants de Nouvelle-Zélande, les larves d'un type spécial de moucherons fongiques que l'on ne trouve que dans ce pays. Ils émettent une lumière bleue vif pour attirer leur proie. Si vous avez la chance de visiter ces grottes, vous aurez l'impression de flotter à travers une galaxie.
au milieu d'un scintillement digne des plus beaux ciels nocturnes. C'est un spectacle incroyable, un monde véritablement magique, une merveille pour les yeux. Le Mexique abrite l'une des grottes les plus étonnantes du monde, la grotte des cristaux. Si vous pensez avoir déjà vu de grands cristaux, attendez de voir ceci. Vers 1910, des mineurs de la ville de Naïka, dans l'état de Chihuahua, ont découvert une grotte remplie de cristaux de sélénite. Et 90 ans plus tard, ils ont trouvé une grotte encore plus incroyable, remplie, elle, de cristaux vraiment énormes. Certains mesurant jusqu'à 12 mètres de long et pesant jusqu'à 55 tonnes. Les scientifiques pensent qu'il y a 26 millions d'années, une eau chaude et riche en minéraux remplissait cette grotte, ce qui a permis à ces immenses cristaux de se former. On pense que les cristaux de Naïka sont les plus grands du monde. Ceux qui posent à côté ont l'air vraiment minuscules. Cependant, explorer cette grotte n'est pas chose aisée. À l'intérieur, les températures atteignent 58 degrés Celsius. Même avec une protection, il n'est donc pas possible d'y rester plus d'une dizaine de minutes. C'est un endroit extraordinaire, mais pas exactement confortable pour nous, les humains. La République de Maurice est célèbre pour ses belles plages et ses eaux bleu azur. Mais elle possède également une illusion d'optique époustouflante dans sa région sud-ouest, une espèce de cascade sous-marine. On dirait que l'eau s'y écoule dans l'océan, mais il s'agit en réalité d'un effet de la lumière sur le fond marin. L'île se trouve sur un plateau océanique faisant environ 150 mètres de profondeur, mais juste au-delà de ses bords, elle plonge à une profondeur de 4 km. Cette chute crée l'illusion d'une cascade, car les courants poussent le sable, ce qui donne l'impression que l'eau elle-même s'engouffre dans l'abîme. Donc, même s'il ne s'agit pas d'une véritable cascade sous-marine, c'est sans aucun doute un beau spectacle à admirer depuis un bateau. Voici un endroit qui pourrait soit vous donner des frissons, soit vous laisser bouche bée, selon le moment où vous le visitez. Près de la petite ville de Gryfino en Pologne, il y a une forêt de pins, avec une étrange particularité. Ils sont tous courbés à leur base. Pendant la journée, ces arbres ont un aspect fascinant, et même un peu fantaisiste. Vous pourriez même trouver un endroit confortable pour vous asseoir si vous voulez pique-niquer. Mais la nuit, la forêt tordue vous plongera dans une ambiance totalement différente. Une fine couche de brouillard flotte en permanence, rendant l'atmosphère quelque peu effrayante. En outre, les scientifiques ne savent toujours pas exactement pourquoi les arbres sont courbés ainsi. Alors, que choisiriez-vous ? Une visite en plein jour ou dans l'obscurité mystérieuse de la nuit? Ne vous inquiétez pas, mais la Lune est en train de rétrécir et de se rider, un peu comme un raisin qui devient sec. Cela se produit parce que notre satellite naturel conserve sa chaleur interne depuis plus de 4 milliards d'années. Mais son noyau se refroidit progressivement et devient plus dense. Contrairement à la peau souple d'un raisin, la surface de la Lune est assez friable. Cette fragilité entraîne la formation de failles, où différentes sections de la croûte se pressent les unes contre les autres, donnant lieu à ce que les scientifiques appellent des tremblements de Lune. Jusqu'à présent, notre satellite a rétréci d'environ 45 mètres de circonférence. Ce changement est si mineur qu'il n'affecte ni l'apparence des éclipses ni les phases de la Lune. Les cycles de marée ne seront pas non plus affectés, car la masse de la Lune n'a pas réellement changé. Ce processus de rétrécissement ne nous affectera pas directement ici sur Terre, mais cela ne signifie pas que tout le monde est en sécurité pour autant. Les tremblements de Lune causés par ce processus de rétrécissement préoccupent les chercheurs depuis des années. Au cours des célèbres missions Apollo, les astronautes de la NASA ont laissé des sismomètres à différents points de la Lune. Ces appareils étaient incapables de détecter l'activité sismique de la surface lunaire avec une précision exceptionnelle. L'équipement a fonctionné pendant plusieurs années et est parvenu à enregistrer plus de 12 000 séismes lunaires avec des magnitudes allant de 2 à 5. Jusqu'en 1977, l'équipe a pu identifier 4 types distincts de tremblements. Certains, comme ceux causés par des impacts de météorites, étaient relativement faciles à isoler. Toutefois, la cause des séismes lunaires superficiels demeure un mystère pour les scientifiques, ce qui pourrait être obstacle pour les futures missions sur le sol lunaire. Comme leur nom l'indique, les séismes superficiels se produisent relativement près de la surface, le plus souvent
de 50 à 220 km sous la croûte. Des recherches récentes suggèrent que ces tremblements seraient déclenchés par la compression de la surface lunaire, conduisant à la formation de failles de chevauchement, où une couche de surface se trouve poussée vers le haut et par-dessus une autre. Cette étude a également identifié les épicentres des plus puissants séismes. Tout a commencé dans la région du pôle Sud, précisément là où nous souhaitons nous installer. Notre intérêt pour le pôle Sud de la Lune a atteint son apogée en 2023, lorsque la mission Chandrayaan-3 de l'Inde a réussi à y atterrir et a déployé un rover pour explorer la région. La NASA prévoit également des missions dans cette zone, avec l'objectif ambitieux d'y envoyer des astronautes pour la première fois. La mission Artemis 3, prévue pour 2026, a identifié 13 sites d'alunissage potentiels au pôle Sud, représentés ici par des carrés bleus. L'une des options se trouve à l'intérieur d'une formation géologique appelée cratère de Gerlach, une zone stratégique pour l'exploration. Cette région pourrait receler de la glace, car certaines parties restent en permanence dans l'obscurité, tout en étant suffisamment proches des zones ensoleillées, essentielles pour collecter l'énergie solaire. Les pointes roses sur cette carte indiquent ces épicentres potentiels des séismes lunaires les plus puissants enregistrés par la mission Apollo. Cela suggère que les failles de chevauchement dans cette zone pourraient être relativement récentes et actives, présentant un danger réel pour l'équipage d'Artemis 3. Les astronautes de cette mission séjourneront en orbite lunaire pendant 30 jours et 2 membres descendront à la surface pour environ 1 semaine au pôle Sud. Leurs sorties seront particulièrement ardues, en raison des températures extrêmes dans ces régions perpétuellement obscurcies. La présence de séismes lunaires et de glissements de terrain potentiels ajoute encore plus de risques à cette mission, car ces phénomènes sont bien plus effrayants que nos tremblements terrestres. Le séisme lunaire le plus puissant jamais enregistré avait une magnitude de 5,7. Cela pourrait sembler insignifiant par rapport à des séismes similaires enregistrés en 2023 dans des pays comme le Chili, la Colombie ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qui n'ont pas causé de dégâts majeurs. Mais la situation est différente sur la Lune. La gravité y étant bien plus faible que sur Terre, un léger tremblement peut avoir des effets beaucoup plus marquants, car vous n'êtes pas aussi solidement ancré à la surface lunaire qu'à celle de la Terre. Les ondes sismiques peuvent donc provoquer des mouvements plus importants de la surface. De plus, la durée des séismes lunaires est beaucoup plus étendue. Nos tremblements de terre durent généralement entre 10 et 30 secondes, certains atteignant parfois 2 minutes. En revanche, un séisme lunaire peut durer bien plus longtemps. La Lune, étant une sphère solide, rigide et sèche, résonne puissamment lorsqu'elle est secouée, sans aucun moyen naturel de dissiper cette énergie. Les séismes lunaires peuvent ainsi durer jusqu'à 10 minutes ou plus, avec de petites secousses qui persistent pendant des heures. Ces nouvelles découvertes concernant les tremblements de Lune superficielle ne modifieront pas réellement les sites d'alunissage potentiels d'Artemis 3, ni la durée de la mission. La raison en est que déterminer précisément la fréquence des tremblements dans une région spécifique est une tâche extrêmement complexe. Les scientifiques savent que ces tremblements peu profonds sont rares et présentent un faible risque pour les missions de courte durée à la surface lunaire. Cependant, la situation change considérablement lorsqu'on envisage une habitation à long terme sur la Lune, ce qui pourrait se produire plus tôt que nous ne le pensions. La mission Artemis 3 représente une étape cruciale vers la colonisation de l'espace. La Chine, de son côté, prévoit d'établir une base lunaire permanente au pôle Sud d'ici 2040. Leur stratégie prévoit l'utilisation de l'impression 3D et la fabrication de briques à partir du sol lunaire en vue d'ériger cette base. C'est une perspective fascinante. Mais la mise en place d'une telle infrastructure comporte de nombreux défis, notamment la gestion des radiations cosmiques intenses, le manque d'eau et bien entendu, les tremblements de lune de longue durée. Au fil de milliards d'années, la surface de la Lune a été bombardée par des astéroïdes et des comètes, provoquant le détachement constant de morceaux et de débris. Par conséquent, le matériau de surface est relativement meuble et peu compacté. Lorsque des secousses se produisent, les pentes dans ces zones peuvent être sujettes à des glissements de terrain ou à l'ouverture de nouvelles failles. Les futures colonies situées trop près de ces pentes instables pourraient mettre en péril leurs habitants. La poussière lunaire ajoute une autre complication, car sans érosion ni eau pour la lisser, elle peut devenir aussi dure que le verre.
Pour mieux comprendre l'impact et les risques des tremblements de Lune sur les futurs habitants, les agences spatiales doivent cartographier et collecter de nouvelles données sismiques, non seulement au pôle Sud, mais sur l'ensemble de notre satellite. En 2025, la mission de suite sismique de la face cachée, ou FSS, prévoit de déployer 2 des sismomètres les plus précis jamais construits dans le cratère Schrödinger, situé sur la face cachée de la Lune. Étudier ce qui se passe sur ce sol est crucial pour comprendre la structure complexe de la Lune et sa dynamique interne. Les scientifiques tentent toujours de déterminer si l'absence d'activité sismique enregistrée sur la face cachée de la Lune est due à une incapacité des instruments actuels à la détecter ou à une interférence provenant de matériaux en fusion dans le manteau. Une fois cette question élucidée, il sera plus facile de comprendre les tremblements superficiels de la Lune et d'évaluer leurs implications pour les futures colonies installées sur notre satellite naturel. Vous avez peut-être entendu dire que la Terre rétrécissait également, mais il s'agit d'un processus différent. La Lune rétrécit principalement parce que son noyau se refroidit de façon naturelle. Le noyau de la Terre se refroidit aussi, mais notre planète possède des plaques tectoniques, contrairement à la Lune. Ainsi, l'énergie du noyau terrestre fait se mouvoir ces plaques ou se libère au travers d'éruptions volcaniques. La Terre perd également de la masse à cause de la perte atmosphérique. Notre planète perd environ 45 000 tonnes de masse par an, essentiellement en raison de notre atmosphère fuyante. En effet, la gravité terrestre ne suffit pas à retenir des particules légères comme l'hydrogène et l'hélium, qui s'échappent dans l'espace. Toutefois, ces chiffres ne sont pas alarmants, étant donné que l'atmosphère de notre planète pèse plus de 5 millions de milliards de tonnes, soit un chiffre à 15 zéros. En d'autres termes, il faudrait que s'écoule de nombreuses fois l'âge actuel de l'univers pour qu'elle s'évapore complètement. Je ne sais pas vous, mais je respire plus librement tout à coup. La Lune rouille, et il y a de fortes chances que ce soit à cause de la Terre. Vous vous dites peut-être qu'avec une distance de plus de 380 000 km, il est peu probable que ces deux objets s'influencent ainsi directement. Mais ils ont bien un lien particulier. La Lune affecte également notre planète, et vous pouvez le constater en observant les marées océaniques. Lorsque la Terre tourne, la force gravitationnelle de la Lune attire l'eau du côté dont elle est le plus proche. Cela crée un renflement. Au même moment, un autre renflement se forme du côté opposé, car notre planète est en rotation, ce qui provoque une force centrifuge. La planète continue de tourner sous ces renflements, ce qui explique pourquoi nous avons 2 marées basses et 2 marées hautes chaque jour. De plus, la Lune oscille de temps en temps, s'incline quelque peu et provoque des changements dans les marées océaniques. En retour, l'atmosphère terrestre fait rouiller notre satellite. La rouille est cette substance rougeâtre que l'on voit sur les vieux portails ou les clous. Et vous connaissez les Vermilion Cliffs et le Grand Canyon? S'ils ont eux aussi cette couleur rouge, c'est grâce à la présence de fer rouillé dans les roches. La rouille se forme lorsque le fer entre en réaction avec l'oxygène et l'eau. La rouille est courante même sur Mars. La couleur caractéristique de cette planète provient de la rouille qui s'y trouve depuis très longtemps. C'est ainsi que la planète rouge a reçu son surnom. On a du mal à imaginer que la Lune puisse être un endroit qui rouille facilement, car elle est sèche et n'a pas vraiment d'atmosphère. Mais un véhicule spatial a étudié la Lune en 2008 et a détecté des spectres, des longueurs d'onde de la lumière, qui se reflétaient sur les différentes surfaces de la Lune. Grâce à eux, il lui a été possible de mieux analyser la surface lunaire. Les données qu'il a rapportées ont montré que les pôles lunaires avaient une composition différente de celle du reste de la Lune. Les roches qui s'y trouvent contiennent beaucoup d'hématite. Il s'agit d'un type particulier d'oxyde de fer, ou simplement de rouille. Personne ne s'attendait à cela, car il ne devrait pas y avoir autant de rouille sur la Lune, compte tenu des conditions qui y règnent. Mais nous savons qu'il y a de l'eau à la surface de notre satellite. C'est pourquoi de nouvelles théories ont vu le jour sur les différents minéraux que la Lune pourrait cacher. Il est possible qu'ils se soient formés à la suite d'une réaction de l'eau avec les roches. Pour que le fer prenne cette teinte rouille, il a besoin de ce que l'on appelle un oxydant. Il s'agit d'une molécule qui enlève des électrons à des matériaux comme le fer, tels que l'oxygène. Mais le vent solaire frappe constamment la Lune et apporte de l'hydrogène avec lui. Or, l'hydrogène a l'effet inverse. Il donne des électrons aux autres molécules. La Terre dispose d'un bouclier contre le vent solaire, notre champ magnétique.
Mais la Lune ne dispose pas d'une telle protection, et, pour cette raison, la rouille ne devrait pas pouvoir se former à sa surface. Mais ce processus se produit quand même, et c'est peut-être la faute de la Terre. La Lune elle-même n'a pas d'atmosphère susceptible de fournir suffisamment d'oxygène pour que le fer rouille. Mais apparemment, notre planète est assez généreuse, et fait don d'une partie de sa propre atmosphère. L'oxygène de notre atmosphère voyage jusqu'à la Lune en suivant la queue de la magnétosphère. Il s'agit d'une longue extension du champ magnétique terrestre qui peut atteindre la face cachée de la Lune. C'est précisément là que se trouve la majeure partie de l'hématite que nous avons évoquée. Lors d'une pleine Lune, la queue de la magnétosphère bloque 99% du vent solaire, qui devrait normalement influencer davantage notre satellite. C'est comme si un rideau temporaire recouvrait sa surface, ce qui laisse le temps à la rouille de se former. Mais il y a encore un élément important qui est nécessaire à l'apparition de la rouille: l'eau. Vous ne trouverez pas facilement d'eau si vous décidez de vous promener un jour sur la Lune. La plus grande partie de l'eau est gelée et cachée dans des zones qui sont toujours dans l'ombre et au froid. Ces zones sont très éloignées de l'endroit où l'hématite a été découverte, et il est donc difficile de savoir comment l'eau est arrivée là. Mais il y a une idée intéressante. Les particules de poussière qui viennent frapper la Lune pourraient libérer des molécules d'eau enfermées dans la couche superficielle du satellite. C'est ainsi que l'eau se retrouve mélangée au fer. Nous ne savons pas exactement de quoi sont composées ces particules de poussière, mais il se peut qu'elles transportent elles aussi de l'eau. En touchant la surface lunaire, elles pourraient créer de la chaleur, ce qui stimulerait le processus d'oxydation et entraînerait la formation de rouille. Ainsi, notre planète fait certaines choses qui modifient la Lune, mais les humains ont aussi leur influence. Une sonde qui s'est posée sur la surface lunaire en 1959 a été le premier objet fabriqué par l'homme à toucher la Lune. C'est également à cette époque que nous avons commencé à modifier la Lune de manière imprévisible. Les scientifiques appellent cela le Anthropocène lunaire. Il s'agit d'une analogie avec l'Anthropocène terrestre, une période au cours de laquelle l'activité humaine a eu un impact important sur la planète. Il n'est pas possible de déterminer un point de départ précis pour le début de cette période. Mais nous savons aujourd'hui que les actions que nous avons menées au cours de notre existence ont réellement modifié l'environnement de notre planète. Personne ne vit encore sur la Lune, mais nous y avons déjà laissé des traces. Après l'arrivée de l'homme sur la Lune, nous y avons effectué de nombreuses missions. Nous avons laissé des atterrisseurs et des drapeaux, déplacé le sol lunaire, apporté des balles de golf, du matériel scientifique et même des déchets humains. Quels sont les projets pour l'avenir? Envoyer d'autres missions sur la Lune et même éventuellement créer une infrastructure où certains d'entre nous pourraient vivre, étudier les ressources de la Lune et les renvoyer sur Terre. C'est pourquoi il est important de parler de l'Anthropocène lunaire pour nous rappeler que nous devons être responsables et prendre soin de notre héritage. De nombreuses personnes ne comprennent pas pourquoi nous voyons parfois la Lune pendant la journée. Certains croient même qu'il s'agit d'un phénomène nouveau qui n'existait pas auparavant, notamment depuis qu'on a commencé à partager des images à faible résolution de ce qui ressemble à une pleine lune en plein milieu de la journée. D'autres pensent que le soleil n'est plus de la même couleur qu'avant. Il aurait été plus jaune. Le soleil n'a pas changé de couleur. Il est toujours bleu-vert. Mais il est possible que nous l'ayons vu plus jaune lorsque nous étions plus jeunes, parce qu'alors, la pollution n'était pas aussi importante. Quant à la Lune, nous pouvons la voir aussi bien la nuit que le jour. Elle est plus brillante la nuit parce qu'il n'y a pas de lumière provenant du soleil. Mais ce n'est pas comme si elle disparaissait pendant la journée. Elle est toujours là, mais nous ne la voyons pas pendant la phase de la nouvelle Lune. Cette phase dure quelques jours et, pendant cette période, la Lune se rapproche du Soleil. La lumière diffusée par le Soleil rend notre satellite moins visible. En ce qui concerne les phases de la Lune, elles sont faciles à reconnaître si vous savez y prêter attention. Tout d'abord, il y a la Lune noire, qui peut avoir plusieurs significations. Selon l'une des définitions, elle se produit lorsqu'il y a 2 nouvelles lunes en un mois. Une autre affirme que la Lune noire survient lorsqu'il n'y a pas de nouvelle lune dans le mois, et cela n'arrive qu'en février. La Lune bleue n'est pas désignée ainsi en raison de sa couleur. Il s'agit de la 3e pleine lune d'une saison qui en compte 4. Une superlune se produit lorsqu'une pleine lune coïncide avec le moment où la Lune s'approche le plus de la Terre sur son orbite elliptique. C'est pourquoi elle paraît plus grosse que d'habitude. Parfois, vous pouvez lever les yeux vers le ciel nocturne et apercevoir une sphère rouge inquiétante. Il ne s'agit pas d'un signe annonciateur de la fin du monde ou de la présence de loups-garous.
Mais c'est vrai, la lune de sang est une bonne source d'inspiration pour ce genre d'histoire. En réalité, il s'agit simplement d'un événement astronomique au cours duquel notre planète projette une ombre rougeâtre sur la Lune. Cela se produit lorsque la Terre s'interpose entre la Lune et le Soleil, ce que l'on appelle une éclipse lunaire totale. Le petit compagnon de la Terre capte une partie de la lumière rouge provenant de notre atmosphère. C'est pourquoi vous voyez cette couleur spécifique. Le 23 août 2023, une date mémorable, marquée par l'atterrissage historique du vaisseau spatial indien Chandrayaan-3 sur le pôle sud de la Lune, une région qui nous est invisible depuis la Terre. Pourquoi cette zone lunaire intrigue-t-elle tant les scientifiques? La réponse réside dans son trésor caché, de la glace lunaire. Ce secteur est supposé en contenir davantage que le pôle Nord. L'enthousiasme des scientifiques est donc compréhensible. Cette glace constitue une précieuse source d'eau gelée, essentielle pour établir une base lunaire permanente, voire même pour alimenter des missions à destination de Mars. Les scientifiques connaissent l'existence de cette glace depuis plus de 2 décennies, depuis qu'une sonde spatiale de la NASA est tombée dessus par accident au cours d'une mission. Puis, en 2018, l'agence spatiale a partagé ses conclusions et confirmé avec certitude l'abondance d'eau dans le pôle sud lunaire. Imaginez les futurs colons lunaires exploitant cette ressource afin de soutenir la vie dans ce désert spatial aride. Par ailleurs, en décomposant l'eau en oxygène et en hydrogène, nous pourrions obtenir de l'air et du carburant pour fusées. Cela rendrait les missions lunaires plus réalisables et autonomes. De plus, cette glace ancestrale, peut-être aussi vieille que la Lune elle-même, offre une fenêtre fascinante sur le passé, susceptible de révéler les mystères profonds de la Lune et de la Terre. Mais il s'avère que l'eau n'est pas du tout rare dans l'espace. De nombreuses planètes pourraient potentiellement abriter la vie. Nous le savons grâce à la détection de vapeurs d'eau autour des étoiles, dont la composition est remarquablement similaire à celle de l'eau présente dans notre propre système solaire. Cette découverte suggère que l'eau sur Terre provient initialement de l'espace. Elle se forme autour des étoiles dans un nuage de vapeur extrêmement chaud, puis se transforme en glace, qui se fixe à de minuscules particules de poussière. Ces particules s'agglomèrent au fil du temps pour devenir de plus gros objets, comme des comètes et des planètes. Certaines de ces formations, en effet, deviennent les corps célestes de notre propre système solaire. C'est ainsi que l'eau se répand à travers l'univers, et c'est probablement ainsi qu'elle est arrivée sur notre planète, et sur la Lune. Les scientifiques pensent que la glace lunaire pourrait avoir voyagé jusqu'ici il y a bien longtemps, peut-être transportée par des astéroïdes riches en eau qui ont percuté la surface lunaire. Tout cela a de grandes implications pour nous. Le pôle sud de la Lune représente un site idéal où établir une base lunaire durable. Imaginez des dômes en briques, connectés par des tunnels souterrains, et peuplés de gens s'affairant à pianoter sur des ordinateurs. D'autres parcouraient le paysage lunaire dans leur Jeep, en route pour extraire de précieuses ressources. Nous avons quelques idées vraiment intéressantes sur la manière de construire cela. Au lieu de transporter des abris lourds et coûteux depuis la Terre, pourquoi ne pas adopter une approche plus efficace? Au fil de notre longue histoire, à chaque exploration de nouveaux territoires, nous avons toujours su exploiter les ressources locales afin de survivre et de prospérer. C'est ainsi que nous nous sommes étendus à travers notre propre planète. Pourquoi ne pas appliquer la même stratégie à la Lune? Vous vous demandez peut-être quelles ressources la Lune pourrait offrir. Nous savons qu'il s'y trouve de la glace, qui peut être transformée en eau, mais la Lune manque cruellement d'une végétation luxuriante et de nourriture comestible. Cela peut ne pas sembler évident, mais la Lune a effectivement quelque chose à offrir. Des ressources minérales et une abondance de lumière solaire. Contrairement à la Terre, où le soleil se lève et se couche quotidiennement, les pôles lunaires offrent un spectacle unique. Le soleil y transite gracieusement le long de l'horizon toute la journée, fournissant ainsi une source d'énergie quasi ininterrompue. Imaginez vivre dans un monde baigné d'une lumière solaire perpétuelle. Les panneaux solaires vont adorer. Et moi, peut-être pas autant. Par ailleurs, nous pouvons utiliser non seulement la lumière du soleil, mais aussi sa chaleur. À vrai dire, nous devrions vraiment tout exploiter. Si nous avons un excédent de métal lors de la production d'oxygène, trouvons également une utilité à ce métal. Nous devons traiter l'environnement de manière responsable, non seulement sur Terre,
mais aussi sur la Lune. C'est pourquoi les scientifiques apprennent à transformer la ressource lunaire la plus abondante, le régolithe, en briques solides. Ils se sont montrés très inventifs pour découvrir comment façonner des briques lunaires. Les chercheurs envisagent d'utiliser la chaleur du Soleil pour faire fondre la poussière lunaire, couche après couche, en créant essentiellement une imprimante 3D pour la poussière lunaire. Les ingénieurs ont également conçu des briques en utilisant des fours solaires et en bombardant le sol lunaire de micro-ondes. Ils sont devenus très habiles à cela. Peut-être qu'un jour nous établirons une petite usine de briques sur la Lune et construirons des maisons en régolithe. Ce serait comme Minecraft dans la vie réelle. Dès que vous trouvez un nouveau matériau intéressant, vous construisez une petite maison avec. Si cela réussit, ces briques pourraient être utilisées pour construire des bâtiments entiers, en recouvrant potentiellement des modules gonflables ou en donnant une seconde vie à des atterrisseurs abandonnés. Alors, les astronautes devront-ils devenir des maçons qualifiés? Pas nécessairement. Il nous faudra créer un système automatisé de robots travaillant en collaboration. Les humains superviseront bien sûr le chantier. En dépit de toute cette automatisation, les scientifiques estiment que vivre sur la Lune sera, disons-le, confortable. Les plans pourraient inclure des quartiers d'habitation superposés ou des zones polyvalentes. Cependant, il y aurait également quelques défis à relever. Sur la Lune, les conditions sont extrêmement rigoureuses. Imaginez des températures brûlantes pouvant atteindre jusqu'à 100 degrés Celsius pendant la journée et chutant à un glacial moins 290 degrés la nuit. Il n'y a pas que le climat qui pose problème. La Lune est constamment exposée aux radiations solaires, aux rayons cosmiques et aux impacts de micrométéorites. Tous ces facteurs usent progressivement tout ce qui se trouve à sa surface. Un autre grand défi est la poussière lunaire. Sur la Lune, il n'y a pas d'air à respirer, et cette poussière peut causer de graves problèmes. Ce n'est pas une poussière ordinaire. Elle est extrêmement collante, et peut même provoquer des éternuements et des larmoiements chez les astronautes, comme une sorte de rhume des foins lunaires. De plus, elle peut endommager les équipements et les combinaisons spatiales. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Les scientifiques ont découvert que cette poussière était produite lorsque des météores frappaient la Lune, créant ainsi de minuscules particules et des éclats de verre tranchants. Elle est toxique, et ces petites particules peuvent flotter dans la faible gravité lunaire, rendant la respiration difficile. Contrairement à la Terre, la Lune n'a ni vent ni pluie pour nettoyer cette poussière. Les chercheurs s'attellent donc à ce problème pour découvrir comment empêcher cette nuisance de compromettre leur mission. Il y a plus à cet havre lunaire qu'il n'y paraît. Les scientifiques souhaitent également explorer les mystères des ondes électromagnétiques à basse fréquence présentes là-bas. Ces ondes sont des murmures provenant des confins de l'univers. Des signaux insaisissables qui nous sont restés cachés depuis la nuit des temps. Jusqu'à présent, nous n'avons capté qu'une cacophonie de bruits de fond radio. Mais sur la face cachée de la Lune, nous pourrons enfin les enregistrer et les étudier. Étudier ces ondes aidera les chercheurs à dévoiler les secrets des origines de l'univers. Il ne s'agit pas simplement de la Terre ou de la Lune, mais de remonter au tout premier commencement de notre monde. Notre nouveau laboratoire lunaire pourrait nous aider à redéfinir de façon permanente notre compréhension du cosmos. La NASA a de grands projets pour la Lune. La mission Artemis a effectué un retour réussi sur Terre en décembre 2022, après près d'un mois dans l'espace, voyageant bien au-delà de la Lune. Cette mission a éprouvé les capacités des dernières avancées techniques qui nous aideront à explorer la planète Mars. L'objectif d'Artemis est d'établir une présence durable sur la Lune. La NASA ambitionne de créer une passerelle, comme une station spatiale en orbite autour du satellite, pour faciliter les atterrissages. Il est prévu qu'Artemis 2 transporte des astronautes en orbite lunaire en 2024. Et lors d'Artemis 3, qui devrait avoir lieu au milieu de la décennie, 2 astronautes se poseront près du pôle sud de la Lune. Il est tout à fait possible qu'une base lunaire soit construite au cours des années à venir. Alors, restez à l'écoute. Bon, j'abandonne officiellement l'espoir que la Lune soit faite de fromage. Ce n'est même pas du Gouda. Notre boule préférée, ou banane incurvée, ou moitié de pièces de monnaie selon la phase dans laquelle elle se trouve, est composée de différentes couches, tout comme la Terre. Et l'une de ces couches est le noyau interne. Il y a une vingtaine d'années, les scientifiques ont étudié la rotation de la Lune. À partir de leurs données, ils ont conclu qu'elle avait un noyau externe fluide.
Mais le noyau interne était difficile à étudier. Ils ne savaient pas s'il était solide comme de la roche ou en fusion comme un liquide chaud. Mais tout est plus clair aujourd'hui. Les astronomes ont pu recueillir des données lors des différentes missions, notamment la mission Apollo, au cours de laquelle les astronautes sont allés collecter des informations importantes. Ils ont utilisé une technique spéciale afin d'obtenir des données sismiques. Cela consiste à étudier la façon dont les ondes sonores se déplacent dans les objets. Prends l'exemple des séismes sur notre planète. Lorsqu'un séisme se produit, il crée des ondes dans le sol. Les scientifiques peuvent détecter et analyser ces ondes pour en savoir plus sur notre planète. La même idée peut s'appliquer à d'autres objets de notre système solaire, les planètes ou, dans ce cas, la Lune. Lorsque des tremblements de terre ou de lune se produisent, ils génèrent des ondes sonores. En écoutant et en étudiant attentivement ces ondes, les scientifiques peuvent créer une carte détaillée de ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Ils peuvent déterminer les différentes couches, leur composition et leur disposition. Pour examiner l'intérieur de la Lune, nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle la télémétrie laser. Cette méthode permet de mesurer la distance entre la surface de la Terre et celle de la Lune. Et il s'est avéré que le noyau interne de notre satellite est une boule de fer dense et solide, tout comme celui de la Terre. Elle mesure environ 500 km de large, soit près de 15% de la taille de la Lune. Nous sommes également tombés sur des preuves qui confirment la théorie selon laquelle la couche située entre la surface et le noyau, appelée le manteau, s'est déplacée au fur et à mesure de l'évolution du satellite. Ce mouvement est ce qu'on appelle le renversement du manteau lunaire, et il explique pourquoi nous trouvons des éléments riches en fer à la surface de la Lune. La matière du manteau est transportée vers le haut, et cette roche volcanique reste ensuite dans la croûte lunaire. Certains des matériaux de cette roche étant très denses, ils coulent tout simplement au travers des matériaux plus légers jusqu'à la bordure, séparant le noyau du manteau. C'est comme un cycle. La matière du manteau remonte quand les volcans sont actifs, transportant des éléments riches en fer vers la surface, puis redescend. Il y a un autre mystère que les scientifiques ont essayé de résoudre. Qu'est-ce qui a fait que le champ magnétique de la Lune s'est affaibli et a failli disparaître ? Maintenant que nous avons découvert le noyau de fer et le renversement du manteau, nous allons pouvoir obtenir quelques réponses sur le champ magnétique de la Lune. Savoir à quoi ressemble le noyau interne peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de la Lune, ainsi que celle de l'ensemble de notre système solaire. Selon l'une des théories largement acceptées sur l'origine de la Lune, il y aurait eu une collision massive entre la Terre à ses débuts et un objet mystérieux de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand impact. Cette collision aurait été si puissante qu'elle aurait arraché un gros morceau de la Terre, alors encore en fusion. Si tu mets une pièce de 5 centimes américains à côté d'un petit pois vert, tu auras une bonne idée de la taille de notre planète par rapport à celle de la Lune. Ce morceau a ensuite été lancé en orbite autour de notre planète. Et cela se serait produit environ 95 millions d'années après la formation de notre système solaire. L'objet qui a frappé la Terre aurait eu une masse d'environ 10% de celle de notre planète et une taille à peu près équivalente à celle de Mars. Et oui, la Terre et la Lune ont des compositions similaires, après tout. Bien sûr, il existe d'autres théories sur la formation de la Lune. Selon l'une d'elles, ce serait la force gravitationnelle de notre planète qui l'aurait capturée. Cela signifie que la Lune ne faisait que passer par là lorsque, soudainement, elle a été attirée dans l'orbite de la Terre. Il existe même une hypothèse selon laquelle la Terre aurait volé la Lune à Vénus. Si c'est vrai, la Lune n'a pas à se plaindre. La vue est bien meilleure d'ici. Alors oui, la Lune et la Terre sont similaires en ce qui concerne les roches et certains minéraux. Mais la Lune n'a pas la même atmosphère que notre planète. Son atmosphère est fine et se compose de gaz bizarres, du potassium et du sodium par exemple. Ce qui est tout à fait différent des atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Et il n'y a pas d'eau dans les roches lunaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau du tout. Au XVIIe siècle, des astronomes ont vu de grandes taches sombres à la surface de la Lune. L'un de ces astronomes, Michael van Langeren, pensait que ces taches ressemblaient à des océans. Il les a donc appelées Maria, ce qui signifie « mer » en latin. D'autres astronomes ont également dressé des cartes de la Lune et ont aussi utilisé le terme de Maria pour décrire ces taches sombres. Par exemple, Mare Tranquillitatis se traduit par « mer de la tranquillité ». C'est là qu'Apollo 11 s'est posé. Mais il s'avère que ces taches sombres ne sont pas du tout des océans.
Ce sont des plaines de lave durcies remontées à la surface il y a longtemps. Des éruptions volcaniques auraient laissé derrière elles ces zones lisses et plates qu'on appelle plaines de basalte. À la fin du 19e siècle, un observateur, William Pickering, a examiné la Lune et découvert qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Sans atmosphère, il n'y a pas de nuages ni d'air pour empêcher l'eau de s'évaporer. Les scientifiques pensaient donc que s'il y avait eu de l'eau sur la Lune, elle aurait disparu tout de suite. Ils pensaient que la Lune était totalement sèche. Mais en 1961, un physicien, Kenneth Watson, a eu une idée différente. Il a découvert qu'il pouvait y avoir de l'eau sur la Lune, dans des zones appelées cratères d'obscurité éternelle. Ce sont des endroits où le soleil ne brille jamais, et qui restent donc sombres en permanence. De la glace d'eau pourrait y exister parce qu'il y fait extrêmement froid. La glace ne s'évaporerait tout simplement pas. Mais quand les astronautes des missions Apollo se sont rendus sur la Lune, 1969-1972, ils ont ramené des échantillons de sol, et les scientifiques n'y ont trouvé aucune trace d'eau. Alors, tout le monde s'est remis à croire que la Lune était complètement sèche. Dans les années 90, la NASA a examiné ces cratères et a trouvé de fortes concentrations d'hydrogène, ce qui voulait dire qu'il pouvait y avoir de la glace sur les pôles. Ils n'en étaient pas sûrs, alors ils ont continué à creuser et, au bout d'un moment, ils ont trouvé de l'hydrogène à l'intérieur de minuscules perles de verre volcaniques. Il n'y a pas de volcan actif sur la Lune aujourd'hui, ce qui signifie qu'il y avait sans doute de l'eau à l'époque où c'était le cas, il y a très longtemps. Et il se peut même qu'il y en ait eu beaucoup au tout début de l'existence de la Lune. En 2020, la mission Sophia de la NASA nous a montré ce que nous cherchions depuis très longtemps. Il y a bel et bien de l'eau sur la Lune. Il s'avère qu'elle a été cachée dans les grains de poussière et qu'elle colle à la surface dans les zones de la Lune éclairées par le Soleil. Il n'y a donc pas d'océan comme sur Terre, mais il y a au moins quelque chose. Mais une question demeure. Comment l'eau est-elle arrivée là ? Il semble que la Lune ait connu quelques déboires lors de sa formation, comme sans doute la plupart des planètes et des lunes de notre système solaire. Il est donc possible que de l'eau soit apparue à la suite de collisions avec des comètes, et peut-être même que d'autres comètes en apportent davantage encore aujourd'hui. Une situation véritablement chaotique. Des micrométéorites glacées entrent en collision avec la surface de la Lune, et la poussière crée un désordre encore plus grand en interagissant avec les vents solaires. Nous espérons en apprendre plus à ce sujet, car, comme nous le savons, qui dit eau, dit aussi inévitablement vie. C'est pourquoi nous voulons en savoir davantage, notamment sur toute cette glace cachée dans les cratères de la Lune. Elle pourra peut-être nous apprendre quelque chose sur la façon dont la vie s'est développée ici. Les comètes nous ont peut-être apporté tous les éléments nécessaires, et certains de ces mêmes éléments sont peut-être aussi coincés dans la glace de la Lune.